Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'auteur à auteur et là d'autrice à autrice. Et c'est vrai que le plus souvent, ce sont des femmes qui écrivent par rapport aux messieurs. J'ai eu bien sûr l'occasion d'interviewer des messieurs, mais on se rend compte que dans le domaine de la connaissance de soi, du cheminement personnel, il y a beaucoup de femmes qui écrivent et donc on a cet aspect du féminin qui fait du bien. Alors aujourd'hui, on va échanger sur un livre, un sujet qui, à mon avis, va vous intéresser beaucoup parce que ça va parler de l'envie d'être soi et on peut se rendre compte qu'il y a une grande demande aujourd'hui. Combien de fois j'ai entendu, et on partagera avec mon invité aussi du côté de son expérience, mais combien de fois j'ai entendu j'ai envie d'être moi. Alors, c'est un vaste et grand sujet. Et les questions qu'on peut se poser, mais ça veut dire quoi être soi et comment on fait? Est-ce que tout le monde passe par les mêmes étapes ou pas? Enfin, on va échanger sur ce beau sujet avec mon invitée, Nathalie Alstine. J'espère que j'ai bien prononcé, tu me diras, coach et mentor, entre autres. Je suis ravie donc d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, je suis ravie d'être là et de communiquer avec ton public. C'est super. Alors Nathalie donc a écrit un livre dont je vous présente tout de suite la couverture, 5 graines pour cultiver sa vraie nature. Et vraiment, l'idée ici, c'est de nous aider à aller vers une vie, dit-elle, plus alignée, plus audacieuse, plus inspirante. Alors déjà, ça se mobilise bien. Alors Nathalie, est-ce que tu veux bien nous donner un petit peu l'origine de ton livre, d'où vient cette idée, comment tu as agencé en fait, puisque tu proposes quelque chose qui est un cheminement, mais qui est créé par tes Oui. idées, tes expériences. Alors, c'est toujours assez amusant de répondre à cette question-là parce que ce que j'ai pour habitude de dire, c'est que je ne me suis pas assise à ma table et en me disant, OK, je vais chercher 5 graines. Le processus est venu assez naturellement et les graines ont vraiment germé, c'est assez amusant, mais ont germé pendant mes balades. Alors, je remets dans le contexte de ma personnalité, de ma manière de faire, puisque ça fait maintenant pratiquement 20 ans que j'accompagne. J'essaye toujours de permettre aux personnes d'avoir des modèles faciles à comprendre, parce que sinon, on reste dans la tête et c'est compliqué. C'est d'ailleurs une des premières graines sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Et il y a plus précisément 3 ans, alors j'avais déjà travaillé sur des modèles, des concepts, etc. Mais il y a 3 ans, j'ai vécu quelque chose d'assez compliqué dans ma vie et je cherchais des clés, je cherchais à comprendre, je cherchais à remettre du mouvement et à remettre de la vie. Et au fil de mes balades, il y a ces graines qui sont arrivées. Et puis, je me suis vite amusée à mettre des post-it, à m'amuser à la maison, à chercher. Et très, très rapidement, ce modèle est né, en fait, avec ces 5 graines de manière assez fluide. Donc, moi, je me permets de dire, je pense que j'ai été connectée à quelque chose qui fait que intuitivement, le modèle m'a été transmis. Voilà ce que j'aime bien dire aujourd'hui. Oui, alors tu parles de quelque chose, mais en lisant les métaphores, ce que tu amènes, on sent que tu es vraiment aussi inspiré par la nature. Tu prends Mm-hmm. beaucoup de la graine, métaphore, les graines endormies, les graines qui germent. Hein, donc, et là, tu nous disais qu'en fait, ou juste avant, que tu revenais d'une balade. Donc, qu'est-ce que tu as appris de cette nature finalement pour alimenter cet aspect de nouvelle Mm-hmm. créativité, de modèle? Alors, je pense que je suis connectée à la nature depuis ma tendre enfance, mais sans en être nécessairement consciente. J'en suis vraiment consciente depuis cette fameuse période du Covid, où à l'époque j'habitais encore à Bruxelles. Moi, j'étais une vraie citadine, et j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui ne me convenait plus et que je devais partir de Bruxelles. Et en très peu de temps, j'ai trouvé ma maison en une semaine. C'est juste un truc de fou. Je pense que j'étais extrêmement bien alignée. Et cette nature m'a vraiment réouvert un calme intérieur. La nature, pour moi, c'est cet espace où tu peux te retrouver dans le silence. Et puis, elle nous montre tellement de choses avec ses métaphores, la nature. Elle nous montre ce que c'est que le vivant. Elle nous montre que tout est juste
il y a des cycles, je trouve extrêmement intéressant de pouvoir revenir à la nature pour pouvoir expliquer les choses, parce que tout le monde comprend ce qu'il y a dans la nature. Tout le monde comprend que tu as un cycle de vie. Il y a des périodes où on n'est pas forcément bien, qui sont plus douces. Ben oui, comme il y a un hiver dans la nature. Et puis, ça commence à refleurir et on est dans le printemps. Et c'est amusant parce que ma grand-mère disait très souvent, après chaque hiver, il y a un printemps. Je n'ai pas retenu grand-chose de ma grand-mère, mais ça, je l'ai retenu. Donc, je pense que voilà, il y a cette connexion qui est consciente depuis quelques années à la nature qui est très, très forte chez moi, en fait. Oui, alors tu parles des cycles, des saisons. Effectivement, on se dit quand on est en hiver, c'est probablement peut-être un peu moins drôle dans l'hiver de sa vie que quand on est au printemps ou en été, hein, finalement. Et si on commençait par l'hiver, d'ailleurs, tu commences assez vite dans ton livre l'idée, je vais donc te citer, notre souffrance est à la mesure de notre résistance. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a pas forcément tant de personnes que ça qui pensent, qui adhèrent à cette idée-là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement qui puisse permettre de comprendre que quand on souffre, ça peut être parce qu'on résiste. Ouais. Je pense que d'abord, dans notre monde aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'injonctions, dont celle qu'on est censé être heureux. Et comme cette espèce de Saint Graal, une fois que tu arrives à cet état de bonheur, il est ultime et il devrait rester. Alors que non, je veux dire, c'est exactement pour ça que je reviens à la nature. Il y a toujours tous ces cycles. Je pense que très souvent, quand on traverse certaines choses, moi, ces 3 dernières années, j'ai vécu des choses pas évidentes, assez difficiles, et il arrive un moment donné, soit effectivement, tu t'accroches à la douleur parce que c'est ce que tu connais, parce qu'effectivement c'est difficile, pour toute une série de raisons, hem, soit à un moment donné, tu te laisses traverser. Alors moi, quand on m'a expliqué ça la première fois, j'ai trouvé ça très conceptuel, et pas forcément évident, mais c'est un petit peu comme quand tu vas moi j'aime pas les piqûres depuis que je suis petite, tu vois? Et je me suis donné une métaphore, c'est ce qui me vient là maintenant spontanément. Quand je vais me faire faire une prise de sang par exemple, soit je suis comme ça et on va piquer dans quelque chose de dur et ça va me faire mal parce que je suis en résistance. Soit à un moment donné, je n'aime toujours pas ça, je veux dire, je déteste ça, mais je me dis: «OK, je vais respirer, je vais tenter de me détendre au mieux que je peux et il y a rien de l'ordre de la perfection, quoi que ce soit, mais je vais respirer, je vais mettre mon focus ailleurs que sur le fait que ça va me faire mal. Je vais discuter avec l'infirmière, qu'importe, regarder les petits oiseaux, voilà, OK? Et il est fort probable que ça me fasse moins mal et que ça «passe» entre guillemets plus vite. Et en fait, la souffrance pour moi, c'est la même chose. C'est à un moment donné où je décide de mettre mon focus. Est-ce que je décide de mettre mon focus là-dessus, hem et finalement de souffrir encore plus? Je ne sais plus si je donne cette métaphore-là dans le livre, mais parce que j'écris beaucoup donc je suis en train d'écrire le suivant. Hem En tout cas, dans les derniers mois, alors moins maintenant, mais j'ai eu une métaphore régulière, c'est celle du toboggan. Oui, je pense que j'en prends dans le livre. C'est celle du Oui. toboggan. C'est arrivé à un moment donné où j'avais l'impression que j'étais submergée par plein de choses difficiles. Je savais plus, mon business était en train de dégringoler, mon frère venait de décéder, des maladies dans la famille. J'apprends que mon chien a la leucémie et tout ça en même temps, tu vois? Hem et à un moment, j'ai eu l'impression que je plongeais dans un tu sais les toboggans aquatiques là, c'est Mmh. pas très j'aime pas ces trucs-là. Je suis pas une grande amatrice de sensations fortes. J'aime l'intensité de manière générale, mais ce genre de sensation, c'est pas mon truc et j'avais l'impression que j'étais vraiment la tête la première dans ce toboggan, en train de glisser et à un moment donné, là, tu as plus rien du tout pour t'accrocher. Tu as juste un truc, c'est amusant parce que je l'ai vécu il y a quelque temps, avec des amis où on m'a: «Allez Nat!» et puis j'ai fait l'expérience de passer dans un de ces toboggans aquatiques avec des loopings là et en fait, j'ai mis mes bras comme ça et je me suis laissée glisser et au moment où tu plonges et tu dis: «Ah ça y est, c'est fini». Ben non, il y a encore un tour quoi, mais pour moi, la meilleure manière, enfin la meilleure, la moins douloureuse, c'est
c'est de continuer à respirer et de te laisser glisser, parce que sinon tu remets de la contraction et c'est très corporel, hein, cette fameuse résistance, c'est très corporel. Tu Mmh. remets en contraction, puis tu te dis: «C'est pas juste, machin» et cetera et tu te fais encore plus mal. C'est bon là, je veux dire, et je pense que Mmh. c'est ce qui pour beaucoup de personnes pour le moment, en fait, entre autres Mmh. avec l'environnement. Ouais. Et il y a plusieurs choses. C'est marrant que tu aies pris cette image d'aiguille. Je suis une ancienne infirmière, donc je confirme que plus la personne est contractée, Voilà. plus elle va sentir le passage de l'aiguille, que s'il y a un effet détente, c'est déjà plus facile et c'est presque pas douloureux quand en plus Ouais. l'infirmière pique bien. Hein, donc c'est marrant que tu aies pris Voilà, tu vois? cette En plus, tu ne image. le prends jamais, donc tu vois, c'est drôle. Voilà, bon, ça va. Ouais, c'est drôle. Et en plus, alors c'est vrai que tu ramènes que là, depuis quelque temps, euh, à partir du Covid et post-Covid, ça gigote, moi, je dis beaucoup dans le panier. Il y a beaucoup de mouvements et je crois encore plus là sur ces mois qui viennent, qui sont passés, où on est en cours. C'est comme s'il fallait vraiment qu'on arrive à défaire des vieux bazars, des choses qui ne sont plus utiles pour justement revenir à ce soi. Et alors, quand on discute sur qu'est-ce que c'est que ce soi, qu'est-ce que ça veut dire, on peut comprendre que chacun ou chacune, on va avoir une vision de qu'est-ce que c'est que ce soi et qu'est-ce que ça veut dire. J'aimerais bien que tu nous partages ta vision sur ce point-là. Mmh mh. Alors, c'est pas forcément simple à expliquer. Moi, j'aime bien parler de revenir à son essence profonde. Ça veut tout dire et rien dire en fonction des personnes, mais en tout cas, j'aime, dire que j'apprends encore au jour le jour à me choisir et c'est souvent plus facile d'expliquer ce que ça n'est pas. Ça n'est pas de la suradaptation constante, ça n'est pas, le fait de se dire que si je m'adapte, je vais être mieux aimé, mieux accepté et cetera. C'est être le plus authentique possible, hem et pour moi, il y a quelque chose que je ramène au corps parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, hein. C'est la graine de sagesse dans mon livre, c'est j'expérimente de la détente dans un niveau de sécurité où je peux me sentir tout à fait à l'aise dans ma capacité de m'exprimer et de dire c'est important pour moi. Ça, pour moi, c'est une façon plus concrète d'expliquer ce que c'est que d'être soi et d'être dans sa véritable nature. Après, c'est un chemin, c'est le chemin de toute une vie, je pense. Enfin, je pense pas, je suis sûre. Euh, et, et c'est s'accueillir dans ces multiples facettes. J'aime bien parler de facettes parce qu'on est toutes et tous, même si je m'adresse assez souvent aux femmes, pas spécialement dans le livre, mais euh, riche de tellement de facettes différentes, de manières de fonctionner, de traits de personnalité, pouvoir s'accueillir là-dedans, même si on n'est pas en phase avec cette fameuse norme, la norme qui n'est jamais que le plus grand nombre, hein. Ça, pour moi, c'est vraiment revenir à soi et c'est vraiment reconnecter à sa vraie nature. Mmh. J'aime bien l'aspect concret parce qu'effectivement, dans nos cultures, beaucoup de gens sont plutôt dans l'aspect concret, terrestre, que dans l'aspect céleste, même s'il y a une envie, un engouement. Après, ce sont des expériences aussi qui sont personnelles, qui parfois se relient et parfois sont différentes. On se rend compte que ce qui n'est pas évident, et tu parles justement du côté culturel, du côté norme, à combien tu penses, en regardant l'expérience des gens que tu accompagnes, à combien tu penses qu'on est influencé avec justement les normes, les idées des autres, les avis des autres, et qui fait que on est influencé par autre chose que par soi. Dans ton Alors, expérience, ça ouais. représente quel volet tout ça? Alors, bah, moi, c'est la grande majorité des gens que j'attire, donc c'est un grand pourcentage. Hem, Ce que j'ai plus envie de dire, c'est prendre le biais de la validation et entre autres, je le fais au niveau de la théorie de l'attachement quand on est enfant, tu vois? C'est jusqu'où on est accueilli dans notre singularité parce que moi mon prisme, c'est quand même celui-là, hein, puisqu'au départ, mon premier livre d'ailleurs concerne le haut potentiel et la multipotentialité, donc il y a une singularité qui est là, OK? Hem je vais donner des chiffres et puis après je vais revenir à, à,
effectivement cette manière d'être validé ou pas. Une fois de plus, c'est ma porte d'entrée, mais il y en a des tas d'autres. Donc moi, je le fais à travers mon prisme, et ça, je pense que c'est vraiment important. Le public avec lequel j'ai commencé à travailler, le haut potentiel, et je précise que le livre n'est pas destiné uniquement au haut potentiel, il est destiné à des tas d'autres personnes, mais il va parler au haut potentiel. Les personnes qui sont concernées par le haut potentiel, c'est max 3% de la population. Moi, je travaille aussi avec beaucoup de personnes qui sont hautement sensibles. J'imagine que ça doit faire partie de ton public également. Selon les études d'Elana Aron, c'est 30% de la population. Et ça, c'est un public qui ne va pas se retrouver dans ce qui est le classique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire que les 70% qui restent sont partis de la norme? C'est une hypothèse. Okay? Mais donc, ça fait quand même un tiers, et c'est sûr que quand on lit les livres sur la neurodiversité, le TDAH, etc., on peut dire qu'à peu près un petit tiers de la population est concernée et que l'autre, après, il y a encore des tas d'autres atypies dans la population, mais que on pourrait dire qu'un gros 2/3 consisterait à la norme. Mais pour moi, ce qui est vraiment important dans la compréhension de ce qui se passe, c'est comment on a été accueillis tel que nous sommes dans notre unicité. C'est pour ça que je parle de plusieurs facettes, tu vois, de multiples facettes, parce que moi, il est arrivé à un moment donné, je n'ai plus envie de ne parler que du haut potentiel, de la haute sensibilité, etc. Et donc, dans nos multiples facettes, avec notre singularité, notre unicité, toutes nos manières de faire, d'être différents, de tout ce que tu veux, je veux dire, comment on a été validé par nos figures d'attachement, c'est-à-dire en principe principalement la maman, mais également le papa, quand on était enfant. Comment on nous a laissé être qui nous sommes, tu vois. Et donc, je pense que même des enfants qui sont pas nés dans une famille où il y a de la neuroatypie, de la singularité, etc., et à qui on a proposé, si le mot n'est pas juste, mais à qui on a lancé régulièrement des injonctions, pas forcément, ce sont des enfants qui ne se sont pas sentis adaptés à la norme et qui ne se sont pas sentis validés dans leur unicité. Donc voilà, j'ai fait tout un détour, mais pour moi, c'est vraiment essentiel de revenir à cette validation-là, parce que sinon, tu ne te sens jamais dans cette fameuse norme. Pour moi, en plus, ça ne veut rien dire, tu vois. Parce que surtout aujourd'hui, où les choses sont tellement en train de bouger, il n'y a plus personne qui sait ce que c'est que la norme. Regarde juste entre hommes et femmes, voilà. Ouais. Oui, c'est sûr que les choses bougent et à la limite, c'est tant mieux parce que ça fait appel à de la créativité, à l'innovation et à la possibilité justement de laisser ce soi authentique s'exprimer. Et quel que soit le chemin que nous empruntons justement pour aller vers ce soi authentique, peu importe finalement comment on le nomme, c'est quand même intéressant d'avoir une carte, une boussole, et c'est ce que tu nous proposes en fait grâce à ton livre. Donc c'est une porte d'entrée qui est la tienne avec ton expérience. Il y en a d'autres, mais on va partager là-dessus justement, et ça nous sert à pas nous perdre, quoi. Donc tu nous proposes d'aller explorer 5 graines. Quelles sont-elles? Alors, j'aime toujours bien montrer ce petit, c'est le rabat qu'il y a dans mon livre, hein. Hop, voilà, on voit, et là, tu vois qu'il y a effectivement 5 graines. Alors, les 2 premières graines, qui sont les graines de connaissance et les graines de sagesse, constituent un pilier. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est le pilier de l'alignement. Et ces 2 graines, en fait, elles sont en phase avec qui nous sommes et toute notre partie introspection. Donc, on est vraiment dans le soi à soi. La graine de connaissance, c'est celle, j'ai d'ailleurs associé chaque fois 3 mots à chaque graine au fur et à mesure qu'on la cultive, puisque l'idée c'est d'une graine dormante, on va vers une graine mature. Okay, donc, la graine de connaissance, quand elle est dormante, c'est comprendre, mais au niveau intellectuel. Et c'est OK. Dire, on a besoin de comprendre aussi, sauf que si on reste tout le temps dans la compréhension intellectuelle, il arrive un moment donné, on ne va pas nécessairement évoluer dans la vie, on va tout le temps rester dans le mental. Et donc, le deuxième mot-clé, c'est apprendre, et le troisième, c'est conscientiser. Donc, au plus on va cultiver cette graine de connaissance, au plus on va mettre de la conscience. Et comment on met de la conscience? Avec la graine de sagesse, c'est son binôme, la deuxième. La graine de sagesse, c'est celle qui nous permet de vivre des expériences, de mettre de la conscience sur les expériences qu'on vit. Et c'est pour ça que j'aime toujours bien expliquer que les enfants, en fait, quand ils sont tout petits,
Eux, la graine de connaissance, c'est pas leur graine principale. Les enfants, ils vivent leur expérience, ils sont dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment la graine de sagesse. Et à travers les expériences qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre conscience de certaines choses. Ah, là, ça brûle, je ne vais plus mettre ma main sur le four parce que c'est quand c'est chaud. OK? Et c'est à ce moment-là qu'ils apprennent. Et c'est seulement plus tard qu'ils remontent dans la graine de connaissance au niveau de la connaissance pure et intellectuelle. Mais un enfant, il n'a pas besoin de ça à la base. Et donc, la deuxième graine, la graine de sagesse, c'est donc celle de l'expérience qui nous permet aussi d'observer et de finir par ressentir et connecter au corps. Donc, ces deux-là, elles nous permettent d'identifier nos besoins, nous permettent de nous aligner, en fait. Et une fois que alors au clair, c'est les allers-retours continus, pardon, mais il y a un moment donné, tu interagis, nos expériences, d'ailleurs, elles se font dans les interactions très souvent, avec l'autre, avec quelqu'un, une personne ou un groupe de personnes. Et donc là, tu vas exprimer, écouter et incarner. Ça, c'est la graine de courage qui est associée à la graine de folie. La graine de folie, c'est celle dans laquelle tu vas te dévoiler, oser et pétiller. Ces deux graines-là, qui sont les graines où tu te montres dans le monde extérieur et où tu es en interaction, c'est les graines de la manifestation. Mais forcément, elles sont associées aux premières, parce que si tu n'as pas pris le temps d'aller en introspection, de vivre tes expériences, de conscientiser ce qu'elles t'ont fait vivre, etc., eh bien, tu vas être moins aligné et donc tu vas manifester quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc, il y a des espèces d'aller-retour, en tout cas quand tu te mets de la conscience sur celle-là. La graine de courage, c'est celle aussi de la confiance en soi et celle de l'authenticité, alors que la graine de folie, son binôme, la graine de folie, c'est celle où on va oser se dévoiler. Et ça, c'est une des plus difficiles. Beaucoup de personnes me disent « Oh, moi, la graine de folie », parce que se montrer, se mettre à nu, d'abord, et je reprécise, ça demande de la sécurité. Et la sécurité, je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec l'attachement. Alors, et avec ce qu'on a travaillé, comment on se sent sécure dans la relation. Et c'est celle où on va oser se montrer. C'est celle qui est connectée à la honte aussi. Et donc, quand on est connecté à la honte, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas se dévoiler. Et à l'inverse, quand on la cultive, on va vers de la fierté et on ose. Et puis, la dernière, en fait, elle va un peu de soi. C'est la graine, donc c'est le pilier de l'inspiration. La graine d'humanité, c'est celle où on va tisser, créer et contribuer. Ce que j'aime bien expliquer pour rapidement montrer ce que c'est que la graine d'humanité, quand elle est dormante, on est dans le triangle dramatique, en position victime, bourreau, sauveur, parce qu'on n'a pas encore appris à prendre sa propre responsabilité. Et ça, on l'a fait parce qu'on a cultivé les 4 premières. Et c'est que quand on a vraiment cultivé les 4 premières, qu'on peut dire qu'on inspire grâce à la graine d'humanité, non pas par ce que l'on fait, non pas par les actions, alors il y a un peu de ça, mais avant tout par ce que nous sommes et par ce que nous rayonnons vraiment. Pour moi, dans le livre, je parle beaucoup de l'ouverture du cœur, c'est vraiment essentiel pour moi. Et donc, on va rayonner à partir de l'espace du cœur et à partir de qui nous sommes authentiquement, en fait. Donc voilà, ça c'est l'idée des 5 graines et c'est vraiment une boussole et un modèle qui permet, qui n'est pas un modèle ou une méthode en plus, je réinsiste sur ça, parce que je le travaille avec des professionnels qui sont certifiés à la méthode et en fait, ça permet d'aller chercher, moi je suis certifiée à 50 000 trucs, j'adore étudier, apprendre, etc., tu vois. Et donc, en fait, je remets, OK, ça, c'est associé à telle graine. Si je veux cultiver cette graine, je vais chercher tel outil, etc., en fonction de différents besoins. Et donc, l'idée, c'était ça aussi avec le modèle des 5 graines, c'est de rassembler plutôt que de dire, bon, tu sais, je trouve pas ça évident quand tu veux communiquer, par exemple, tu as une méthode, ah bah oui, mais tu oublies qu'il faut aussi revenir à toi, machin. Et en fait, le modèle des 5 graines permet ça, en fait. Oui, permet de naviguer. D'ailleurs, le livre on n'est pas du tout obligé de lire de manière chronologique. On peut vraiment piocher, ouvrir une page au hasard, regarder. Alors, c'est vrai que c'est intéressant à un moment d'avoir tout ce que tu proposes autour des 5 graines. Il y a plein de pistes. Par exemple, on pourrait rentrer un peu plus dans le détail, si tu veux bien, sur la graine du courage. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être là où beaucoup sont challengés.
parce que, et j'en discutais pas plus tard avec un groupe pour lesquels j'ai animé, et c'était oui, pendant 40 ans, pendant 30 ans, j'ai pas osé. J'ai voulu, c'est souvent ce que j'ai entendu, j'ai voulu me soumettre en fait et être de la manière dont on voulait que je sois. Et donc, à un moment, j'en peux plus. Mais faut dire aussi que si on n'est pas comme les autres veulent, on est éjecté, on est renié, et c'est souvent ce qui, en tout cas aujourd'hui, ressort comme des choses on n'ose pas, mais sauf qu'à un moment, il y a une espèce d'appel, il y a un truc qui dit c'est fini. Qu'est-ce qui pourrait faciliter de faire grandir en fait cette graine du courage? Alors, pour moi, c'est toujours une question d'essai-erreur. Il arrive un moment donné, comme tu l'as bien exprimé, où on peut plus tenir, on explose les burn-out et entre autres ça, hein. C'est qu'à un moment donné, tu t'es tellement adapté, c'est un appel du soi, c'est un appel de l'essence et de l'âme, pour moi, en tout cas dans ma vision des choses, qui fait que c'est plus tenable. Donc, moi, l'invitation, c'est toujours de revenir à soi dans les 2 premières graines et de vraiment identifier ce qui est important. Il y a un exercice tout simple, c'est celui de revenir à ses propres valeurs. Encore faut-il être suffisamment conscient de son niveau de suradaptation pour pouvoir aller chercher les vraies valeurs. Parce que j'ai des tas de personnes qui me plaquent des valeurs parce que c'est les valeurs familiales. J'ai vu ça souvent en accompagnement, tu vois. Mais en fait, quand je questionne, c'est quoi toi tes vraies valeurs? Est-ce que c'est vraiment ça qui va te motiver? Il y a des personnes qui ne savent pas, même à un certain âge. Il y a, dans mon entourage, il y a des personnes qui ne sont pas loin des 60 ans qui sont en train d'apprendre ça. Et c'est OK, il n'est jamais trop tard. OK. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien cet aller-retour entre la graine de sagesse et la graine de connaissance qui te permet de voir, OK, qu'est-ce que cette expérience-là me fait vivre? Donc, quand tu parles de la graine de courage, je vis une expérience avec quelqu'un à qui j'ai exprimé quelque chose ou simplement je n'ai pas osé exprimer quelque chose, mais de toute façon, je vais vivre une expérience. Je vais donc revenir à la graine de sagesse, dire, OK, comment je me sens? Alors pour certaines personnes, c'est très compliqué d'aller mettre des mots avec des émotions, les ressentis, etc. Donc moi, j'aime bien utiliser juste quelle est ton énergie? Est-ce que tu as beaucoup d'énergie? Est-ce que tu es plombé? Tu as l'impression de te rétrécir? Et ça, c'est en général beaucoup plus facile. Ça n'est pas normal d'avoir peu d'énergie, sauf quand tu as vraiment couru, tu as fait plein de choses. Mais dans la plupart des cas, quand je pose la question, c'est pas pour ça que les gens sont fatigués. Et donc, quand tu sens que ça s'ouvre, que tu te détends, que tu as de l'énergie, ça, tu es sur la bonne piste. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une manière de toujours revenir au corps et d'identifier, mais qu'est-ce qui te fait vibrer, y compris dans tes relations. Et à un moment donné, c'est peut-être un peu trash ce que je vais dire pour certains, hein, mais alors, quand c'est familial, c'est plus compliqué. Quand on est dans son travail, on a l'impression qu'on ne va pas trouver autre chose. Mais moi, je dis, si les personnes en face de toi ne t'acceptent pas tel que tu es, quel est l'intérêt de continuer cette relation-là? C'est une vraie question, hein. Et ça parle de nouveau de l'attachement, en fait. Mais à titre personnel, en tout cas, c'est ce que j'ai appris enfin, nombreuses dernières années, c'est que voilà, il y a un moment donné, quand une relation ne m'élève plus, ou en tout cas que je sens que je peux pas rayonner ou un minima, ou surtout si je sens que je suis en train, tu sais, de me rapetisser. C'est vraiment le mot. C'est pas juste. Ça n'est pas juste de rester dans cette relation-là. Alors, une fois de plus, des tas de personnes vont me dire, oui, mais c'est mon père, ma mère, mon frère, etc. Ah bah ok, mais voilà-moi. Alors, c'est peut-être un peu cash, hein, que je veux dire, mais à un moment, c'est ton énergie, c'est toi, c'est ta vie. Donc ça demande de mettre de la conscience sans vouloir du mal à qui que ce soit en face de nous, et cetera. Mais c'est un moment, c'est ce choix et on revient à la souffrance et à la résistance. C'est ce qu'on est en train de faire, hein. On résiste. On résiste parce qu'on veut rester dans une relation qu'on n'arrive pas à la lâcher. Et quand tu lâches pas quelque chose, que ce soit une relation ou une situation, et cetera, tu t'ouvres pas aux infinies possibilités de la vie. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Si tu veux t'ouvrir c'est même pas plus, mais à plus grand, à quelque chose de fluide, ben, lâche ce qui t'y mène pas. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Et ça ne l'est pas, hein, qu'on soit bien d'accord, quoi. Mmh. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses.
Mmh. Oui, quand tu abordes la notion de famille, effectivement, et qui fait que parfois on choisit plus la famille que soi, il y a quand même cette notion de loyauté Oui, qui est oui, consciente ou pas et qui impulse des croyances. D'ailleurs, dans ton livre, évidemment, tu parles des croyances et de la nécessité des croyances limitantes, de les lever et voilà, de mettre en avant plus les croyances soutenantes. Euh, et on trouve aussi qu'il y a beaucoup le sentiment, enfin, ou l'impression, la peur d'être jugé. Comment peut-on, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit conseil pour dévoiler son unicité en laissant peut-être tomber la peur d'être jugé? Alors, si on vient à la notion de l'unicité, moi, très souvent, c'est, d'être d'abord, il y a 2 choses. Il y a la notion d'être conscient de pourquoi on veut dévoiler son unicité. Est-ce que c'est pour être reconnu? OK. Et en se disant quand, on va être compris, l'autre va, tout de suite nous accepter et cetera, et ça, c'est souvent un leurre. Si l'autre n'a pas décidé de nous reconnaître. Et en fait, c'est magnétique. Hein. C'est, tu attires. Moi, je dis qu'on est un aimant et il y a aimer dans aimant. On attire ce qu'on a à l'intérieur et dans notre ouverture du cœur. Et donc, révéler son unicité, sa singularité, peu importe comment on l'appelle, si effectivement il y a une attente de reconnaissance, et je sais de quoi je parle, je veux dire, quand j'ai découvert mon haut potentiel il y a maintenant 13 ans, je suis arrivée chez certaines personnes à tue-tête, tu vois, c'était pour moi une telle révélation, et en fait, je me suis pris de râteau. Voilà, je vais dire, mais je sais bien que c'est ça que j'attendais, c'était la reconnaissance extérieure, et qu'en donnant une explication, c'est comme si ça allait tout résoudre. Et non, ça n'a rien résolu du tout, ça a même été très douloureux à l'époque avec certaines personnes. Donc, moi, ma proposition, c'est plutôt de revenir à soi une fois de plus et d'évaluer c'est quoi mon besoin. Donc, quand je parle de mon unicité, pourquoi j'en parle? Quel est le besoin derrière ça? Je vais donner un exemple concret, parce que j'aime bien ça. Alors moi, je le sais depuis longtemps. Je ne savais pas à quoi c'était associé. Je suis une vraie speed. J'ai ralenti avec l'âge, mais quand je travaillais en tant qu'employée, je perdais les gens, en fait, parce que j'allais tellement vite que, et puis oh, ils n'ont pas suivi, quoi, tu vois. Et donc, j'avais cette conscience-là, mais je ne savais pas pourquoi. Et donc, en fait, j'ai toujours dit, je le dis encore à mon équipe aujourd'hui, je parle vite, j'ai un côté speed. Une fois que j'ai un projet, je suis un vrai bulldozer. Euh, je fais du design humain, je suis générateur manifesteur. Moi, tu vois, quand j'ai une idée, ça y est, c'est parti. Ma petite équipe, ils savent, je leur ai dit, c'est pas parce que je vous sors un truc tellement je suis contente que je vais nécessairement le faire. Donc, laissez poser les choses. Donc, c'est ça, en fait. Parler de son unicité, de sa manière de fonctionner, par exemple, au niveau de la vitesse, de mon mode de fonctionnement. Je dis aux gens, si je vais trop vite, dis-moi que ça va trop vite, et que tu as besoin que je ralentisse. Moi, je ne m'en rends pas compte. Je te redonne cette responsabilité-là, et pour moi, c'est tout à fait OK que tu me le dises. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Quand on parle de son unicité, pour moi, on n'a pas forcément besoin d'en parler. Pour moi, c'est juste être. Alors, je te dis ça aujourd'hui, mais avec pas 50, j'ai eu bientôt 59 ans. Comme je dis toujours en rigolant, je remercie mon ex-mari. Moi, je me suis mariée très jeune et j'ai divorcé très jeune. Et grâce à ça, à lui, pardon, c'est grâce à moi, c'est moi qui fais ce choix-là, mais grâce à la situation, j'ai commencé un accompagnement quand j'avais 25 ans, tu vois. Et donc, ça fait très longtemps que je travaille sur moi, et c'est toutes ces années-là qui m'ont appris ça, effectivement, qui m'ont appris Mmh. à être. Alors, après, je pense qu'il y a aussi l'effet de l'âge. De me dire, mais après tout, si ça leur plaît pas, tant pis pour eux, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, je vois pas pourquoi je vais me mettre dans une boîte et m'enfermer. Mais j'ai pas toujours pensé ça, une fois de plus, hein. Donc, voilà. Non, mais ça, je comprends tout à fait. C'est vrai que d'arriver à se dire, bah, OK, telle personne réagit de telle manière, mais ça lui appartient en fait, en réalité, quand on regarde bien. Toi, Oui, tu oui, as oui. une attitude et l'autre va avoir une attitude. Il y a des attitudes qui matchent, mais il y en a d'autres, ça matche pas. Et c'est pas forcément ta remise en cause qui est importante. Chaque réaction t'appartient, enfin, Oui, appartient. et et aussi ce que j'ai envie de dire, parce que je trouve qu'il y a une forme de mythe quand, la relation est belle, que tout doit être fluide. Ben non.
Non, non, non. Euh, Destruction d'amis, attention. mais oui, c'est ça. c'est- je trouve que c'est important de prendre soin de la relation. Euh, et parfois, on n'est pas d'accord. Et parfois, on ne s'est pas compris. Et parfois, il y en a un des deux qui est pas bien et que sais-je. Mais euh, quand on est en réaction, ça nous appartient. Qu'est-ce qui fait que l'autre, sur quoi il a appuyé l'autre? Sur une de nos blessures, très souvent. Mais est-ce qu'il a voulu nécessairement appuyer sur une de nos blessures? Très souvent, non, non plus. Et donc, c'est là où je trouve que c'est important de revenir à ça et de dire, OK, ça pique ici, mais OK, comment je peux dire les choses, mais sans demander à l'autre de prendre soin de ma blessure, parce que c'est pas son rôle. Juste prendre soin de la relation et à certains moments de prendre le temps de réparer aussi, de tisser et réparer. Je trouve qu'on fait plus beaucoup ça. On prend plus le temps non plus d'être en relation, d'être en lien. Et moi aussi, hein, je veux dire, avec mon côté speed, et cetera. Bon, j'arrive, m'assieds, voilà, OK. Est-ce que j'ai vraiment pris le temps ici d'être en lien avec la personne? Et je trouve que c'est important. Oui, d'ailleurs, ça rejoint vraiment la graine de l'humanité parce qu'on sent bien que on avance aussi de moins en moins vers un côté individualiste, ce qui n'empêche pas une individualité de se construire, Ouais, mais en même ouais. temps, on voit bien qu'il y a un engouement, une envie de remettre de l'humanité dans nos relations, dans nos vies. Enfin, pour moi, c'est primordial. Et tu mets bien ça en avant dans le chapitre sur la graine de l'humanité. Ouais, ouais, c'est tellement important. Et avec un grand piège, c'est que quand on n'a pas fait le chemin de conscience ou pas encore, enfin, puis c'est un chemin de tous les jours et il n'est jamais fini. Mais j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est le secteur associatif dans mon ancienne vie pro. Et c'est là où j'ai vu le plus de jeux de pouvoir, en fait, parce qu'il y a cette envie de sauver qui est bien et bien là. Mais quand tu as pas pris le temps d'aller regarder en toi, de te sauver toi-même, d'aller regarder tes zones d'ombre, d'aller regarder ce qui se passe en toi, par quoi tu réagis, et cetera, ça fait quand même des sacrés jeux de pouvoir, dans la graine d'humanité et c'est là où c'est catastrophique et donc c'est ça, tu reviens aux 4 premières graines. Mais si tu as pas fait le trajet, ça peut faire Ouais. mal. Ça touche vraiment la notion de pouvoir, prise de pouvoir, pas sous-pouvoir, sur-pouvoir en ce moment hein, dans nos cultures. Hein. Mais c'est vraiment là où on est. Ouais, c'est vraiment Ouais. là où on est et moi, alors outre le fait d'avoir cette méthode, j'ai vraiment alors je l'exprime comme ça, hein, ça peut paraître grandiose, mais le modèle 5 graines dans chaque famille, chez chaque accompagnant, dans chaque école et au sein de chaque entreprise. Hem, Juste pourquoi? Parce que, je pense que c'est vraiment un modèle qui peut permettre de mettre de la conscience et de co-construire. Et Dieu sait que notre monde a besoin de ça pour l'instant. Je pense que quand on est plus conscient de toute une série de choses, quand on prend soin de nos blessures, ben, on a moins besoin de se faire la guerre, pardon. Et Mm. quand je vois ce qui se passe maintenant, waouh, c'est Ouais. fort. C'est fort, c'est fort. Alors, juste comme dernière question, donc il y a la graine de la folie et la graine de l'audace. Tu pourrais nous donner en quelques éléments les différences entre la folie et l'audace pour toi? Alors, il y a la graine de folie et l'audace, c'est le pilier, ok, Oui. qui est donc en fait le pilier de la manifestation mène à l'audace, ok, et donc ils sont constitués de la graine de courage et la graine de folie. Donc pour moi, l'audace, elle arrive quand tu as cultivé effectivement ta graine de folie. En graine de folie, quand elle est dormante, c'est ce moment où tu te caches, hein, tu as peur d'être vu parce que tu as peur d'être jugé parce que tu te juges toi-même. Bon, probablement, on revient encore à l'enfance, hein, parce que tu n'as pas été validé, mais très souvent, tu es la première personne qui se juge et tu as honte de qui tu es au niveau de ta personnalité. Et au plus tu vas cultiver, tu vas oser, et ça passe, parfois, c'est enfin, c'est pas parfois, c'est des petites étapes toutes simples de dire à des personnes avec qui tu es vraiment en confiance, d'exprimer ce que te met mal à l'aise, pourquoi tu es honteuse, des petites choses et quand tu es accueilli de l'autre côté
Et c'est ça aussi pour ça que moi je mets en avant l'approche humaniste parce que pour moi elle est importante et ces thérapeutes qui travaillent dans cette approche-là parce que tu es accueilli inconditionnellement et donc tu n'es pas jugé. Quoi que tu aies fait, quoi que tu sois, tu es accueilli tel que tu es. Et au plus tu t'autorises, petit pas par petit pas, à aller là-dedans, petit à petit, tu vas cultiver cette fameuse graine de folie. Tu vas remettre de la vie parce que quand tu n'oses pas être vu, quand tu es dans la honte, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans un petit trou, tu te caches, hein, tu es complètement contracté. Alors qu'au fur et à mesure que tu vas de plus en plus oser. Tu vas oser ce fameux grain de folie et un truc un peu déjanté. Et ça, c'est vraiment la vie, c'est le vivant qui est en train de s'exprimer. Et c'est là où l'audace apparaît, en fait. C'est là où l'audace prend forme. Parce que sinon, je vais dire, tu n'oses pas. Tu n'oses pas parce que tu as peur. Mais elle est soutenue aussi par la graine de courage, qui est la graine de la mise en action et de la confiance en soi. Voilà pour l'audace. Ah, écoute, super. Merci, merci beaucoup, Nathalie. On arrive presque à la fin de notre émission. Alors, je réaffiche la couverture. Hein, donc, 5 graines pour cultiver sa vraie nature aux éditions Le Courrier du Livre. Franchement, si vous êtes passionné par ce sujet-là, de l'éveil, de la conscience, du cheminement, je vous invite vraiment à investir ce magnifique livre qui est clair, qui est facile. Il y a tu mets aussi des exemples, des témoignages en fait de ce que tu as rencontré comme expérience qui permet de, en fait, voilà, de mettre concrètement. On sent bien qu'il y a ce côté concret qui est important, pour toi. Et puis plein d'idées en fait. Franchement, plein d'idées quoi. Là, c'est pas que 5 graines que tu sèmes. Donc merci vraiment merci pour ton magnifique livre. Hein. J'ai vraiment rassemblé, tu vois, tout ce qui est, moi, ce qui m'a permis de ce chemin de conscience. J'ai vraiment eu envie de transmettre ça parce que je trouve pas toujours évident de s'y retrouver, surtout quand tu es au début du chemin ou même pas au début. Et puis moi, j'ai lu énormément de choses, mais qui étaient très intéressantes, mais pas forcément concrètes dans le quotidien. Comment tu fais tous les jours pour grandir en conscience? Donc voilà, c'est ça que j'ai eu envie de faire. Ah, c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. Tu as des actualités que Alors, tu veux partager? oui, avec grand plaisir. Pour les femmes, j'ai un cercle en ligne, un membership qui s'appelle le Cercle des Sacrées Nanas, où tu peux rentrer chaque mois. Mais là, maintenant, je redémarre avec toute une série de femmes. Donc voilà, tu trouves sur mon site Nathalie Alsten. De toute façon, je mettrai sous la vidéo sur YouTube tous les liens pour te trouver, que ce soit Génial, ton site, génial. tes réseaux, etc. Comme ça, les amis, si vous avez envie, besoin d'aller communiquer avec Nathalie ou de voir ce qu'elle fait, vous trouverez facilement les éléments, le chemin, la cartographie Ah oui, c'est ça. pour la trouver. Et puis j'oublie toujours enfin pas toujours, mais là j'ai oublié de dire que je forme aussi les professionnels de l'accompagnement à cette méthode 5 graines. Donc voilà. Ah bah oui, oui, c'est intéressant si vous êtes professionnel ou en tout cas. Et tu formes des professionnels qui sont déjà installés ou ça peut être une formation première? Alors, non, il faut qu'il y ait déjà une capacité d'accompagner. Alors, ça dépend à quel niveau, parce que j'ai 2 niveaux. J'ai le programme dit essentiel dans lequel je donne les premières clés, etc. Mais l'idée, c'est quand même que tu sois formé au coaching, à la thérapie, etc., même si tu as pas encore énormément de clients. On va avoir tout public là. Par contre, pour aller sur le programme de certification, ça, ce sont des personnes qui ont déjà de l'expérience. D'accord. Bon, bah, Maintenant, c'est ça bon à peut être savoir. l'accompagnement au sens large, hein. J'ai des personnes qui sont dans les ressources humaines, des managers, etc. Tu vois, donc voilà. Mais qui Mmh. sont formés à l'écoute, qui ont déjà cette posture, j'ai envie de dire. Voilà. OK. Bah, merci pour les renseignements. Alors, je vais partager aussi, moi, 2 actualités. Donc, un week-end entre femmes, donc, sur, la thématique de la beauté d'être soi et ça sera du 9 au 11 mai. Et puis, donc avec différents experts, nous mettons toujours, c'est notre 3e version cette année d'un webinaire interactif en ligne, sur 2 jours et cette année, donc ça sera du 31 mai au 1er juin sur le thème transition, métamorphose et renaissance. Un beau programme. Un joli programme, effectivement. Mmh.
Alors Nathalie, avant qu'on se dise au revoir, j'aime toujours bien laisser la dernière parole à mon invité. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme un beau message pour finaliser cette entrevue? Moi, ça va rejoindre quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Très souvent, on est notre premier ennemi, j'ai envie de dire. On s'enferme dans des codes, dans une norme, etc. Parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est ce qu'on fait depuis toujours. C'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, la vie, c'est pas ça. Être dans le vivant, c'est vraiment s'autoriser à être soi, à être dans la détente et à lâcher le regard des autres. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite, vous qui m'écoutez, qui allez peut-être lire mon livre. Bah, merci beaucoup Nathalie, merci pour ce beau moment de partage. Merci à vous tous et toutes qui écoutez ou qui écouterez donc cette entrevue. Et donc, bah, je ne peux vous souhaiter que du bonheur et puis de continuer ce beau cheminement qui est cette rencontre avec soi. Et n'hésitez surtout pas, allez-y carrément si vous voulez avoir d'autres pistes encore que propose Nathalie. J'ai beaucoup aimé son approche et encore une fois, dans l'ouverture, mais aussi dans le concret. Et j'aime bien qu'on aborde ces deux côtés-là. Merci Nathalie. Merci Merci beaucoup. à toi. C'était vraiment très, très chouette de pouvoir échanger avec toi. Merci pour ton invitation, Patricia. Avec plaisir. Donc, je vous souhaite de passer une belle fin de journée ou une belle soirée au moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Bye À la bye. prochaine fois.